Bonjour chers apprenants, on se retrouve une fois encore pour poursuivre notre aventure sur les circuits RNC série en régime sinusoïdal forcé. Au cours de cette troisième séquence, on aura à définir l'impédance d'un dipôle, à faire la construction de Fresnel et enfin à faire l'étude d'un circuit RLC série en régime sinusoïdal forcé. Commençons par la notion d'impédance. L'impédance d'un dipôle parcouru par un courant alternatif sinusoïdal est la grandeur notée grand Z et donnée par l'expression Z est égal à U maximal divisé par I maximal, ce qui est égal à U efficace divisé par I efficace. Et Z s'exprime en ohm. Parlons maintenant de la construction de Fresnel. Fresnel propose que l'on représente la fonction sinusoïdale de la forme is égale à ism cosinus oméga t plus phi ou encore ism sinus oméga t plus phi par le vecteur v de nombre ism et faisant un angle phi avec l'origine des phases, et cette origine des phases est souvent prise comme l'horizontale. Dans le cas où phi est supérieur à 0, le vecteur v est orienté vers le haut. Si phi est inférieur à 0, le vecteur v est orienté vers le bas. Maintenant, si phi est égal à 0, en ce moment, le vecteur v est confondu avec l'horizontale, ici prise comme origine des phases. Allons maintenant au niveau de l'étude d'un circuit RLC série en régime sinusoïdal forcé. Parlons maintenant d'abord de l'équation différentielle de notre circuit. Et pour cette équation différentielle, nous savons que la tension instantanée aux bornes du circuit est égale à la tension instantanée aux bornes du conducteur ohmique plus la tension instantanée aux bornes de la bobine purement inductive plus la tension instantanée aux bornes du condensateur. Or, la tension instantanée aux bornes du conducteur ohmique est égale à RI et la tension instantanée aux bornes de la bobine, ça fait L di sur dt, et celle-là aux bornes du condensateur, ça fait Q sur C. Nous savons aussi que I aux bornes du condensateur, I qui parcourt le condensateur, est égal à dQ sur dt. Donc, ce qui veut dire que Q sera alors l'intégrale de 0 à t de I dt. Ce qui nous ramène à écrire notre équation différentielle sous la forme petit u égale à RI plus L di sur dt plus 1 sur C intégrale de 0 à t I dt. Notre équation différentielle retrouvée, on passe maintenant à la résolution de cette équation différentielle. Si nous prenons petit i est égal à I masse cosinus oméga t, alors la dérivée de i par rapport au temps sera égale à moins oméga i masse sinus oméga t. Or, moins sinus oméga t, c'est encore égal à cosinus oméga t plus pi demi. De même, l'intégrale de i de 0 à t est égal à I masse sur oméga sinus oméga t. Or, sinus oméga t, c'est encore égal à cosinus oméga t moins pi demi. Donc, petit u est égal à R I masse cosinus oméga t plus L oméga I masse cosinus oméga t plus pi demi plus I masse sur C oméga cosinus oméga t moins pi demi en remplaçant les I et les dit et les intégrales par leur expression. Et comme petit u est égal à U masse cosinus oméga t plus phi, alors nous avons U masse cosinus oméga t plus phi est égal à R I masse cosinus oméga t plus L oméga I masse cosinus oméga t plus pi demi plus 1 plus I masse sur C oméga cosinus oméga t moins pi demi. Nous savons tous que U masse est encore U racine de 2 et I masse I racine de 2. Donc, et en simplifiant notre racine de 2, et comme nous savons tous que U c'est encore égal à ZI, puisque nous venons de voir que Z est égal à U sur I, et en simplifiant les I, on a enfin Z, qui est l'impédance du circuit, est égal à Z cosinus oméga t plus phi est égal à R cosinus oméga t plus L oméga cosinus oméga t plus pi demi plus 1 sur C oméga cosinus oméga t moins pi demi.
Et par identification, nous pouvons dire que l'impédance du conducteur ohmique est égale à R et l'impédance de la bobine purement inductive est égale à L oméga et celle du condensateur est égale à 1 sur C oméga. Parlons maintenant de la représentation de Fresnel. Donc, comme Fresnel l'a dit, nous avons des fonctions sinusoïdales ici qui doivent être représentées par des vecteurs. Ceci étant dit, on a un vecteur V de norme Z et de phase phi est égal à vecteur V1 de norme R phase 0 plus un vecteur V2 de norme L oméga d'angle pi demi et le vecteur V3 de norme 1 sur C oméga d'angle moins pi demi. Donc, pour pouvoir représenter ces vecteurs, on aura à distinguer 3 cas. Pourquoi 3 cas? Parce que nous voyons que le vecteur V2 et le vecteur V3 sont parallèles, mais de sens opposés. OK? Donc, le premier cas, c'est le cas où la norme du vecteur V2 est supérieure à la norme du vecteur V3, c'est-à-dire L oméga supérieur à 1 sur C oméga. Et nous sommes dans ce cas ici. Nous voyons que dans cette situation, phi est supérieur à 0. Là, on parle d'un circuit inductif. Et nous avons déjà vu que dans un circuit inductif, la tension est en avant sur l'intensité. Le deuxième cas, c'est le cas quand L oméga est inférieur à 1 sur C oméga. Là, 1 sur C oméga sera supérieur alors à L oméga. En ce moment, phi est inférieur à 0. Là, nous sommes dans un circuit capacitif. Et dans un circuit capacitif, l'intensité est en avant sur la tension ou la tension est en retard sur l'intensité. Et le troisième cas, c'est le cas d'un circuit résistif. En ce moment, L oméga est égal à 1 sur C oméga. Donc, on a l'égalité parfaite. Phi est égal à 0. Et quand le circuit est résistif, l'intensité et la tension sont en phase. Parlons maintenant de l'impédance. On a déjà vu la formule de l'impédance qui est égale à U sur I. Ça, c'est dans un cas général. Maintenant, dans le cas particulier d'un circuit bien précis, Z aussi s'exprime en fonction des paramètres du circuit. Et si on se situe ici, en considérant le triangle rectangle, Z est l'hypoténuse de notre triangle. Et nous avons Z est égal à quoi? Selon Pythagore, ça fait R au carré, côté adjacent au carré, plus L moins 1 sur C oméga au carré. Pourquoi? Parce que c'est cette partie seulement qui se retrouve dans le triangle. Ça fait L oméga moins 1 sur C oméga. Et cette formule est valable pour les 3 cas que nous venons de voir. C'est-à-dire le circuit capacitif, résistif et inductif. Mais pour phi, on peut toujours utiliser notre triangle. Donc là, tangente phi, ça fait quoi? Le côté opposé qui est toujours L oméga moins 1 sur C oméga sur le côté adjacent. Et ici, si vous voyez bien, et ce cas aussi s'applique pour les 3 cas, parce que si L oméga est supérieur à 1 sur C oméga, on aura une tangente phi supérieure à 0. Mais dans le cas où L oméga est inférieur à 1 sur C oméga, on aura une tangente phi inférieure à 0. Et si L oméga est égal à 1 sur C oméga, on aura une tangente phi égale à 0. On peut toutefois aussi utiliser la formule cosinus phi, qui est égale à R sur Z côté adjacent sur l'hypoténuse. Mais dans le cas où notre bobine comporte une résistance, en ce moment, notre Z devient grand R plus petit r parce que ici, on aura ajouté petit r. Donc, ça fait Z et grand R plus petit r au carré plus L oméga moins 1 sur C oméga au carré. Et en ce moment, tangente phi aussi sera égale à quoi? L oméga moins 1 sur C oméga sur grand R plus petit r. Ou cosinus phi, ça fait grand R plus petit r sur Z. Donc, il suffit d'ajouter petit r au niveau de l'expression de grand R. Donc, dans le cas où notre bobine est résistive, donc dans le cas où on considère notre bobine comme étant une bobine réelle comportant une résistance. Donc, nous sommes ainsi arrivés à la fin de notre troisième séquence et au cours de notre quatrième séquence, on aura à voir un exercice d'application pour mieux cerner tout ce que nous venons de voir. Merci
pour votre attention.